Merci de nous accorder de ton précieux temps. Voilà, je sais qu'il y a une longue tradition de venue des secrétaires généraux de la CFDT dans nos manifestations, congrès et journées. Il y a une grande fidélité de la part de la Confédération et de la Fédération pour ce syndicat un peu particulier qu'est le SYNCAS, le seul syndicat national de la Fédération. Et on est vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Ève, on est aussi également très heureux de t'accueillir aussi avec nous. Je pense qu'on va pouvoir commencer parce que le temps est compté. Tu dois nous quitter à 11h15 précise. Tu dois être parti à 11h15 précise. Donc on a un petit peu préparé en amont l'échange qu'on va pouvoir avoir. Je souhaite qu'on puisse aussi avoir un échange avec la salle. Je pense que les cadres, les directeurs, médecins, pharmaciens qui sont ici avec nous depuis hier ont sans doute des questions, que ce soit des questions sur notre champ professionnel, mais aussi des questions plus larges à te poser. L'actualité est dense. On va peut-être commencer par un premier sujet. La campagne électorale bat son plein. Elle va se terminer quand même relativement rapidement. Maintenant, on est vraiment dans la dernière ligne droite. La CFDT s'est beaucoup impliquée dans la campagne élection publique pour faire de la CFDT le premier syndicat tout court, comme tu l'as dit lors du congrès. Et en fait, on sait que vous, et toi aussi, Ève, et toutes les équipes, vous êtes allés à la rencontre des militants, à la rencontre des salariés, des agents publics dans les établissements hospitaliers, EHPAD et d'autres. Et je pense que ce serait intéressant que vous nous fassiez un petit retour de ce que vous avez entendu, ressenti sur le terrain, y compris de la part des équipes syndicales. Parce que quand aujourd'hui, notamment dans la fonction publique, le plan Ma Santé 2022 prévoit l'intégration et la modification des règles du dialogue social en introduisant l'accord majoritaire dans nos règles de relations sociales dans les établissements publics. Avoir le sentiment le ressenti des équipes syndicales, c'est important aussi pour nous, directeurs, qui faisons partie de la capacité d'engagement qu'on doit avoir dans le dialogue. Donc, Laurent. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne de ton accueil. C'est un plaisir d'être avec vous. D'ailleurs, si je dois partir à 11h15, c'est que je vais voir après d'autres cadres, mais qui sont ceux de la sécurité intérieure. C'est une autre forme de protection de la population. Moi, c'est vrai qu'on tourne beaucoup, pas simplement évidemment dans le monde de la santé, mais beaucoup dans le monde de la santé. Moi, ce qui me frappe quand on va dans les établissements de santé, que ce soit les EHPAD ou les hôpitaux, il y a deux choses. Un, la charge de travail, l'intensification du travail et une forme de fatigue professionnelle qui s'exprime de la part des agents. Et elle n'est pas... voilà, on ne se connaît pas forcément, mais moi, je ne suis pas misérabiliste. Donc, mais il y a une vraie fatigue. Et puis, le sentiment d'être dans un étau financier dont on n'arrive pas à se sortir, quoi. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus exprimé par les agents. Et en toile de fond de tout ça, il y a quand même un profond attachement à ce qu'est le sens de leur métier. Donc, ça veut dire qu'on a, vous savez, comme on l'a déjà dit d'ailleurs dans vos journées, sentiment que l'hôpital public est en grave crise, grave difficulté. Moi, j'étais persuadé qu'on avait... je pensais qu'on était toujours dans cette même situation. Je pense que la situation a empiré. C'est-à-dire qu'on voyait il y a 4 ans, j'étais retourné dans les hôpitaux entre-temps, mais lorsque j'avais y compris écrit sur le sujet, on voyait, j'avais dit, un hôpital au bord du burn-out. Là, aujourd'hui, on sent que le surinvestissement professionnel qui est demandé aux professionnels, il ne suffit plus, quoi. Il ne suffit plus et qu'on commence à... C'est pas qu'on commence, c'est qu'il y a des situations qui sont quand même super dures, et notamment en termes de départ, quoi. D'ailleurs, ce qui me fait dire, souvent, quand j'entends le gouvernement qui parle de plan de départ volontaire dans les fonctions publiques, s'il s'amuse à le faire dans le secteur hospitalier, ça va dégager, hein. Ils vont être au-delà de leur succès.
Parce que je pense qu'il y a une vraie fatigue et une forme d'incapacité à voir où est-ce que sont les solutions, parce que le dogme budgétaire l'emporte quand même trop souvent. Ça marche? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aussi. Je suis avec vous depuis hier après-midi et c'est très agréable. Ça me fait beaucoup de bien de sortir un peu de mes activités et de pouvoir vous rencontrer aussi et échanger avec vous. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent parce qu'effectivement, on partage tout à fait cette vision, nous, à la Fédération, sur l'état du secteur et notamment la fonction publique hospitalière. Donc je ne répéterai pas, mais par contre, on sent aussi que nos équipes sont dans une réelle dynamique. Alors pas partout, bien sûr, on a toujours des points de faiblesse, mais que ceux qui ont joué le jeu de la campagne de proximité, ils prennent un réel plaisir. Et en plus, c'est chouette, ça porte ses fruits. Donc forcément, c'est tout bénef. Si je peux citer qu'un exemple, c'est la PHP qui s'est lancée dans une campagne de proximité il y a 2 ans et demi en vue des élections professionnelles, qui a occupé le terrain et qui occupe encore le terrain de jour, de nuit, le week-end, aux 4 coins de la France, et qui réussit à poser des listes dans tous les établissements de la PHP, ce qui n'était jamais arrivé, je crois. Donc, une bonne dynamique dans des gros établissements. Donc, c'est plutôt, les indicateurs sont au vert. Et puis, le deuxième indicateur, c'est aussi celui du nombre d'adhérents, puisque dans cette période de campagne préélectorale, on a fait 1200 adhérents de plus, donc 1200 agents de la fonction publique de plus parmi nos adhérents, contre 400 en 2014. Donc, il y a de bons indicateurs, de bonnes raisons de penser que ça pourrait le faire. Mais on est dans la dernière ligne droite et la seule inconnue, c'est la participation. Et donc, on met tout en œuvre et nos équipes sur le terrain mettent tout en œuvre pour que cette participation soit au rendez-vous et qu'on puisse être premier tout court. Merci. Mais moi, je suis celui qui balance les seaux d'eau froide à la CFDT. Donc, moi, je dis toujours, il y a un énorme boulot, on constate ça, et c'est dans tous les champs professionnels. Mais le vote, ça se passe au moment de l'ouverture du vote. Et donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là où il faut que les adhérents, les sympathisants, les électeurs potentiels de la CFDT votent. Et on est tous mobilisés là-dessus. On est même à la Confédération. Avec certaines fédérations, on accompagne ce moment-là en termes de relance et tout. Mais c'est vrai que ce qui a été fait jusqu'alors, ce serait dommage de ne pas le faire fructifier à travers un vote réel. Mais on voit bien que s'il n'y a pas les proximités jusqu'au 6 décembre au soir, pour l'instant, rien n'est assuré. Pour l'instant, on est mieux positionné. Il y a 100 000 agents à peu près qui peuvent voter pour la CFDT qui ne pouvaient pas la dernière fois, de plus. Donc, on est beaucoup plus présent avec des listes beaucoup plus complètes. On est dans tout un tas de secteurs, ceux qui déposent le plus de listes, etc. Ça ne fait pas des électeurs. Donc, ce qui fait des électeurs, c'est jusqu'au bout d'aller convaincre, d'aller voter pour la CFDT et de faire voter nos adhérents et nos sympathisants, ce qui est déjà pas assuré tout le temps. Donc voilà, on est bien parti, mais la course n'est pas finie. On aura d'ailleurs une petite séquence après sur nos règles de vote et l'équipe du 5A sera complètement mobilisée pour appeler ses adhérents à voter dans la période entre le 29 et le 6 décembre. On s'est organisé pour cela. Et c'est vrai que ce sont des campagnes de tout dernier moment qui marchent. Donc voilà. Laurent, tu l'as dit, ce dont les agents souffrent et ce dont ils parlent, c'est aussi les conséquences de l'étau financier, tu l'as dit, qui se resserre dans les établissements. Pour nous aussi, ça rend les choses extrêmement complexes. Ça les rend même, dans certaines situations, et de plus en plus nombreuses, intenables. Parce que tu as parlé de burn-out. Alors aujourd'hui, on a entendu hier Cécile Courrèges nous dire que non, c'est pas à bout de souffle, il y a encore... mais sur le terrain,
les directeurs, et on parle en leur nom, parce que pour eux c'est compliqué de le dire eux-mêmes, c'est à ça que sert le syndicat, voient tous les jours les budgets fondre, le report des arbitrages se faire aussi bien financier qu'en termes d'organisation sur les établissements, les équipes et en premier lieu sur les directeurs. Je crois qu'aucun ici ne choisit délibérément de réduire la masse salariale. C'est bien ce qu'on nous demande de faire sans l'assumer publiquement. On se dit entre nous que le pilotage des établissements aujourd'hui il se fait, comme on dit dans notre langage un peu techno, par le taux de marge brute. Donc clairement par la réduction de la masse salariale et du poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires, enfin on va dire les recettes dégagées par les établissements. Et c'est vrai qu'on a très envie de développer un peu cette question avec vous deux, du resserrement de la contrainte financière, de la contrainte budgétaire. Hier, le député Véran nous disait qu'il était très heureux des 2,5% de l'Ondam parce que c'était 2,3 qui étaient prévus, mais l'inflation a augmenté, les plans d'économie, notre délégué général de la FHF le disait, restent à des hauteurs faramineuses. L'équation devient impossible à résoudre. Ah mais moi, ce qui me frappe quand je me déplace, c'est la situation quasiment ubuesque, ou en tout cas l'équation à laquelle que vous devez résoudre, qui est quasiment impossible à résoudre. C'est-à-dire faire fonctionner l'hôpital, un établissement de santé ou un service, en étant d'abord au service de la population, donc en répondant à ce service public qu'est l'hôpital ou qu'est l'établissement hospitalier, de faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions pour les agents, et 3, appliquer une logique budgétaire qui est parfois qui frise l'absurde, c'est-à-dire qui ne part pas des besoins réels pour mettre les moyens réels pour ces besoins. Quand je dis ça, nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas de la maîtrise budgétaire. On ne l'a jamais dit. Mais cette maîtrise budgétaire, lorsqu'elle est faite avec une seule règle à calcul, sans partir des besoins de la population, mais aussi des besoins des professionnels pour exercer leur métier et rendre ce service, on est dans une sorte de situation caricaturale où finalement on n'a plus les marges de manœuvre et on est pris, en tout cas c'est beaucoup votre cas je pense, un peu entre le marteau et l'enclume, mais avec l'incapacité à pouvoir, non pas ne pas agir parce que vous agissez, enfin on voit bien, moi je suis frappé de voir des équipes CFDT qui louent aussi la solidarité de l'ensemble des équipes des établissements, y compris les directions. Le dialogue social ne me paraît pas dégradé au sein des établissements, et ça peut arriver comme dans tout site de travail. Ça me semble dégradé de façon macro, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire avec peu de moyens pour le résoudre d'un point de vue micro. Alors c'est sûr que dans ce cadre-là, évidemment c'est mieux qu'il y ait une augmentation de l'Ondam qu'il n'y en ait pas, mais est-ce que c'est suffisant? La réponse évidemment elle est non. C'est insuffisant, c'est une évidence. 2, ça continue. Moi, ce que je trouve de pire, c'est quand on n'assume pas les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir assumer. On a des moments avec Ève où on a rencontré le ministère, etc., où ce sentiment d'impuissance de ceux qui doivent décider eux-mêmes, sentiment d'impuissance, ça veut dire qu'on est, je vais vous le dire, je l'ai dit ce matin à la radio, on est à la fin du pur dogme budgétaire dans les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a, depuis trop longtemps maintenant, et ça se vérifie encore ces jours-ci, dans une seule logique budgétaire. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut repartir, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur le plan santé. Il faut repartir des besoins, il faut regarder ce que sont les évolutions souhaitables, il peut y en avoir, ce que sont les apports de la technologie sur le service à rendre. Mais la logique ne peut pas être de désengager l'hôpital d'un certain nombre d'actions, de désengager le secteur public d'un certain nombre d'actions, tout simplement parce que ce qu'on voit derrière, c'est ce que voient un certain nombre de ministres et d'autres à Bercy, c'est-à-dire l'économie qu'on va faire. La question, elle est bien de repartir du besoin de santé. Et
notre pays, il est incapable de poser les vrais sujets, hein, on le sait malheureusement. C'est on consacre quelle part de notre richesse à la santé? Est-ce qu'on a un vrai discours pour dire de toute façon ça va augmenter pour des raisons évidentes de progrès de la médecine, mais aussi de vieillissement de la population? Et puis, deux, à quelle part on est capable d'y contribuer à la santé, à la retraite, etc. C'est des choix lourds, hein, c'est des choix difficiles. C'est des sujets qu'il faut aborder de façon concrète, mais en même temps approfondie pour regarder où sont les contradictions potentielles. Ça, notre pays n'est pas capable de l'affronter. Donc, ce qui marche le mieux, c'est quand même la règle à calcul. Hein. C'est le truc le plus... et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a une volonté que ça ne fonctionne plus forcément comme ça de la part d'un certain nombre d'acteurs. Encore une fois, moi, je n'aime pas chercher les coupables parce que je pense que c'est plus complexe que ça, la situation. Mais on voit bien, pour la citer, la ministre de la Santé, elle sait bien qu'on est dans une forme d'impasse. Mais elle n'a pas la marge de manœuvre, le poids, j'en sais rien, pour dire, bah, attendez, non, mais là, on déconne. Et moi, je vais vous dire, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, j'ai plutôt tenté de penser que ça partirait de la santé et de l'hôpital. Bon, ça part pas de la santé et de l'hôpital. Pas que ça aurait été mieux. Mais en même temps, ça illustre beaucoup de choses. Hein. Ça illustre beaucoup de choses. De mal-être, de ressenti et de fait qu'on ne voit plus les solutions. Merci. Et toi, Ève, comment on fait pour remettre le système de santé sur ses deux pieds, puisqu'on marche sur la tête? Si j'avais la solution, je ne serais pas là, je pense. Mais malgré... Il y a une dichotomie entre les discours et les actes, et notamment pour le secteur public, parce que dans le discours, l'hôpital est important, et l'hôpital a une place, hein, même s'il ne doit pas être le centre de tout, il a quand même sa place. Pareil pour les EHPAD, enfin l'ensemble du secteur, mais pour autant, budgétairement, ça ne se traduit pas. Il y a une dichotomie, on voit bien le gel de la réserve prudentielle, j'ai envie de les appeler comme ça, mais les cadeaux faits à la médecine de ville sans aucune contrepartie, et l'hôpital public qui se meurt dans l'indifférence générale. Et donc, c'est cette dichotomie, et c'est un peu ce que dit Laurent, c'est sortons de l'hypocrisie, quoi. On ne peut pas nous dire qu'on est très important et qu'on fait un boulot formidable pour ensuite nous dire, écoutez, continuez à souffrir et puis faites ce que vous avez à faire et puis voilà, quoi. Et puis surtout, prenez bien soin de la population. Donc je pense que la première étape, c'est effectivement sortir de ce discours qui joue beaucoup sur l'émotion de la population aussi, hein, parce que voilà, ça touche à la santé, ça touche au vieillissement, ça touche à des choses très personnelles auxquelles tout un chacun peut être confronté. Et nos politiques, s'ils ont envie de prendre cette ligne budgétaire, qui sortent de l'hypocrisie et qui nous disent que nous sommes que des chiffres et que nous sommes comme un secteur comme les autres, parce que nous tous, nous pensons que non, nous ne sommes pas un secteur pour les autres. Est-ce que vraiment la santé de nos concitoyens a un prix? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut raisonner budgétairement, bien sûr, ce sont des dépenses publiques et il faut qu'elles soient raisonnées, mais une énième réforme budgétaire ne changera rien au secteur, n'améliorera pas la qualité de vie des salariés et n'améliorera pas la qualité des soins que l'on prodigue. Donc on va continuer, hein, on peut continuer à porter notre vision des choses et la société que nous voulons, mais c'est très dur et il faut aussi peut-être ne plus être dirigé par des économistes. Mais voilà, je pense qu'il faut redonner du sens à tout ça. Pourquoi on est là, pourquoi les gens font ce métier, pourquoi ils s'investissent, les valeurs de la fonction publique et des professionnels. Et vous, les directeurs, vous pouvez nous aider à ça aussi. Je pense que vous avez un grand rôle à jouer dans la façon dont on voit le secteur, dans la façon dont on a de le porter, de le défendre tous ensemble. Je suis sûre qu'on peut se retrouver sur beaucoup de choses. La protection sociale,
l'autonomie, le grand âge, la santé publique et la cohésion sociale. C'est vraiment les piliers de la solidarité nationale. Quelle est aujourd'hui la vision de la Confédération sur les grandes réformes entreprises, leur nécessité, leur logique, leur contenu, les liens et l'articulation entre toutes ces politiques qui finalement sont très liées les unes aux autres? D'abord, le constat, c'est qu'il y a un fort attachement à ce système de protection sociale et à la sécurité sociale, et on a raison d'y être profondément attaché. C'est quand même ce système de protection sociale qui a permis de lutter, de façon imparfaite, certes, évidemment, mais de lutter contre la pauvreté, de soigner la population, de maintenir une certaine cohésion sociale. Donc, on y est attaché. Le seul truc, c'est que les trous dans la raquette sont de plus en plus importants. Parce que la situation, le monde a changé, on n'est pas dans une société de forte croissance, on n'a pas le plein emploi, c'est le moins qu'on puisse dire. Le plein emploi, donc je rappelle quand même que quand on nous vend ces périodes de plein emploi qui étaient merveilleuses au moment des Trente Glorieuses, c'était une société très masculine, un monde du travail masculin, c'est ça, hein, je veux dire, qui tirait beaucoup sur la planète, on continue de le faire. Enfin, c'était pas... Moi, j'ai toujours un peu de mal lorsqu'on nous renvoie les Trente Glorieuses, qui était la période merveilleuse. C'était aussi la période où on se faisait beaucoup de mal au travail. Moi, je le voyais en voyant mes parents revenir du boulot. Donc, faut pas... voilà, c'était pas... Mais en tout cas, on n'est pas dans cette période-là où il y avait de la croissance et où il y avait la pleine activité parce que les femmes restaient à la maison aussi. Hein. Donc, mais en même temps, on n'est plus dans cette période-là. Donc, la protection sociale, elle a bougé. Puis, la population, elle a bougé. Il y a le vieillissement, il y a l'augmentation, la multiplication des maladies chroniques. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce que doit être la protection sociale. Et nous, on l'a souvent réfléchi en disant, il y a ce qui est du contributif et de l'universel, de l'assurantiel et de l'universel. C'est en train de partir en cacahuète, cette affaire-là, si je peux m'exprimer ainsi, tout simplement parce que, par exemple, un des risques qui était dans notre système de protection sociale au sens large, qui était l'assurance chômage, ça ne devient plus forcément un risque contributif, puisqu'on a transféré la cotisation vers de la CSG, etc. Et donc, nous, je crois qu'il faut se dire qu'on veut conserver les principes. C'est-à-dire, on paye en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. Ça, il faut absolument conserver ce principe-là. Et puis, il faut conserver le principe de l'universalité. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y avoir droit. Ce n'est pas un principe actuel, objectivement. C'est vrai pour certains risques, ce n'est pas vrai pour tous. Mais nous, on est en train de mener une réflexion sur l'avenir du financement de la protection sociale et de sa gouvernance. Parce que ce qui se profile, on ne va pas se raconter d'histoire, ces derniers mois, ces dernières années, c'est quand même une forme d'étatisation du système de protection sociale. Et donc, c'est théorisé. C'est-à-dire que la protection sociale, c'est l'État qui s'en occupe. Eh bien, c'est fiscalisé, son financement est fiscalisé. Et, in fine, l'État est le seul décideur. Là, je vous dis franchement, ce style de système, si on continue d'avoir des budgétaires, des gens qui pensent budget avant de penser à hauteur d'hommes et de femmes, comme je dis souvent, eh bien, on aura de gros soucis. Hein. Donc, l'ambition, il faut regarder comment on fait face à de nouveaux besoins. Parmi ces nouveaux besoins, il y a une augmentation des dépenses de santé, j'en ai parlé, et quels sont les meilleurs moyens d'organisation du système. C'est pour ça que moi, on ne jette pas tout ce qu'il y a dans le plan santé à la poubelle, loin s'en faut, mais d'organisation du système et de financement de ce système. Quand je dis on ne jette pas tout, je veux être clair. Moi, vous savez, dans le privé, pour prendre les autrement, dans le privé, quand on fait une restructuration, ou quand il y a besoin de faire bouger les process de production, etc., s'adapter au marché, hein, dans le privé, on commence par investir la plupart du temps. Si on le fait en anticipation, on commence par investir. Il n'y a pas de transformation vraiment efficace s'il n'y a pas de l'investissement dans cette transformation. Et ce qu'on essaye de faire dans le système de protection sociale, mais particulièrement dans le système de santé, c'est qu'on veut faire des économies tout en faisant les transformations. Et je voudrais croire que ce soit possible, mais je crois que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas possible d'un niveau macro, ce n'est pas possible d'un niveau micro. Je ne crois pas que dans un établissement hospitalier, dans un EHPAD, etc., je ne crois pas du tout possible
de dire on va faire autrement, mais on va surtout rien dépenser pour faire autrement. Ça ne marche pas. Parce que toute transition, toute mutation, elle s'accompagne, y compris financièrement, et elle s'accompagne par le dialogue social. Parce qu'un autre des fléaux quand même de nos fonctions publiques, j'ai envie de dire au sens large du terme, c'est qu'on a un dialogue social qui est défaillant. Quand je dis dialogue social, comme je m'adresse à des directrices et des directeurs, je ne voudrais pas que ce soit interprété en disant il n'y a pas de discussion. Bien sûr que si. Et moi, je vais vous dire franchement, je vous admire parce que faire vivre une communauté humaine de travail dans les conditions qui vous sont faites, c'est sans doute extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je le constate, je le redis, les militants CVT, souvent, ils disent on a un bon dialogue. J'ai encore été, il y a peu de temps, on était dans certains établissements avec Eve, et ils nous disent ouais, non, si, ça discute bien, puis il y a une prise en compte des difficultés, etc. Mais les marges de manœuvre, elles sont où dans l'établissement? Elles n'existent pas. Et puis, l'autre élément, c'est que le dialogue social, il est contraint par aucun point de passage. Dans les fonctions publiques, il y a un jeu à somme nulle aujourd'hui. Vous êtes une organisation syndicale purement contestataire, vous dites ça va mal, ça va mal, ça va mal, on s'en fout des propositions, ça peut marcher. Et de l'autre côté, l'employeur public, s'il a une organisation syndicale qui dit ça va mal, mais a un pouvoir de mobilisation assez médiocre et n'est pas embêtant en termes de propositions, ça peut lui convenir. Mais c'est un jeu à somme nulle pour tout le monde à la fin. Et c'est ça la réalité trop souvent. Donc, nous, on plaide, et c'est pour ça qu'on a plaidé là aussi, pour des négociations, des négociations sur l'organisation du travail, parce que, de notre point de vue, la meilleure façon, j'ai un peu dévié du sujet, mais de notre point de vue, c'est la meilleure manière d'arriver. Et sur l'avenir de la protection sociale, on est en train de lancer au niveau confédéral un groupe de réflexion sur l'avenir de la protection sociale, de son financement. On avait un dogme, enfin pas un dogme, mais des positions qui étaient assez claires en disant, voilà, il y a du contributif, du non contributif, ça s'organise différemment en termes de gouvernance, ça s'organise différemment en termes d'accès aux droits. Aujourd'hui, ce truc-là est en train de péter, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire l'universalité et dans ce cadre-là, ce que ça veut dire l'accès à la protection sociale, mais le côté socle minimum pour tout le monde. Et puis chacun ensuite, en gros, s'il y a un socle le même pour tout le monde, ça pourquoi pas. Mais après, c'est l'État qui décide à quel niveau on met ce socle. Nous, on est très inquiets. Sur l'assurance chômage, on n'arrivera peut-être pas à un accord, c'est pas forcément facile, mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que les chômeurs ont été un peu plus maltraités, c'est quand c'est l'État qui a eu les manettes. Je reviens un petit peu sur le sujet de la santé. Tu le dis très bien, pour transformer, il faut investir. Lundi, j'étais au lancement opérationnel de Ma Santé 2022, organisé par la ministre, et elle a eu des échanges avec la salle, enfin avec le comité de pilotage, et sur la question de la transition qui lui a été posée très clairement. Elle a répondu, il n'y a qu'à, grosso modo, on n'a qu'à faire moins long pour la transition, on va se dépêcher. Et donc, on va légiférer par ordonnance. Voilà. Donc, c'est effectivement un sujet qui nous inquiète tout particulièrement. On en a pas mal parlé hier, tout au long du déroulé de notre journée, parce que ce que nous craignons, ce sont des ruptures, et des ruptures très, très difficiles à vivre pour les patients qui ont besoin d'un système de santé accessible, tant géographiquement que financièrement, mais aussi pour les équipes dans nos établissements, et puis pour nous aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Ève, de tout ça ? C'est une énième réforme, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne changera rien, quoi. Et en plus, ça marche forcé quand on voit si on prend un dernier exemple, qui sont celles des GHT, et qu'on voit aujourd'hui où on en est, c'est la preuve vivante qu'une réforme à marche forcée, vite, sans concertation, sans perspective, c'est-à-dire qu'on fait un truc, on ne sait même pas ce que ça va créer, on n'imagine pas différents scénarios,
On ne se projette pas vers l'avenir, on voit où ça en est aujourd'hui. Et la réponse de Mme Courrèges hier a été très claire, c'est-à-dire qu'en plus, on n'accepte pas de revenir en arrière et de dire on s'est trompé. Donc c'est compliqué quand même de pouvoir faire des choses. Et puis vite, ça veut dire que nos contributions et nos échanges, c'est demandé plus tard dans tes questions, mais on peut l'aborder tout de suite, voilà, parce que c'est une réalité. Sur la méthode, moi je veux bien faire une contribution écrite, mais sans pouvoir s'expliquer de vive voix sur ces contributions écrites, c'est quand même pas optimal comme système, et surtout ça crée de la frustration. Pour nous, c'est très frustrant. Si je prends le plan autonomie grand âge, où on a mis le pied dans la porte pour être reçu, où on partage notre temps avec l'UCR, et merci à eux, parce que sinon, on n'aurait même pas, nous, la fédération, été conviés. Et en fait, on nous dit, voilà, vous avez eu votre temps là, parce qu'on dit, mais c'est pas suffisant. Nous, on aimerait être dans les groupes de travail, et notamment sur le 5e item, qui est sur la formation des professionnels et l'attractivité des métiers. Et on nous dit, faites une contribution écrite, envoyez-nous là. Voilà. Et Courrèges hier m'a dit, voilà. Vous avez mon numéro, tu as mon numéro de téléphone portable, tu sais me joindre si tu as quelque chose à me dire. Grosso modo. Ça, c'est l'illustration que notre pays s'est pu prendre. Et on a un gouvernement qui s'est pu prendre le temps de la délibération collective et de la concertation avec les différentes forces constituées. Nous, on n'était même pas, la CFDT, même pas en tant que telle, la Confédération, même pas invitée autour des enjeux de santé. On considère que ce ne serait pas le rôle d'une confédération syndicale. Donc, on a un vrai problème. Enfin, regardez quand même. Le pays est quand même dans une situation un peu conflictuelle ces jours-ci, ces temps-ci. On fait une proposition qui est plus porteuse de risque pour nous qu'autre chose. On pourrait rester planqué. On pourrait attendre que ça se passe. On fait une proposition, il faut attendre une semaine pour commencer à avoir quelques-uns qui disent c'est peut-être pas si con de pouvoir se réunir avec les différents acteurs et de se parler. Je crois que ça a été théorisé. C'est théorisé le fait que la concertation, la discussion, la prise en compte des différentes parties prenantes sur un sujet est ralentie plutôt que permet d'avancer. Nous, on pense l'inverse. La démonstration, malheureusement, je crois, est en train de se faire que lorsqu'on veut jouer rapport direct en permanence, on prend le boomerang dans la figure. Mais c'est très dangereux. Et peut-être qu'on va réussir à inverser la tendance, mais c'est symptomatique quand même, ce que vous dites, mais c'est vrai sur beaucoup de sujets. C'est symptomatique d'un mode de gouvernance qui est vertical, qui considère que la vérité est détenue par quelques-uns. Et ça, l'idée pour nous, elle n'est évidemment pas de dire faut balayer tout ça, au sens, faisons, je ne sais pas quoi, le grand vide, et puis ou ayons un discours anti je ne sais quoi, élite, je sais pas quoi. Mais moi, je vous le dis ici parce qu'on est entre nous, je suis très inquiet d'une forme de centralité des décisions sans jamais qu'on soit associé. C'est vrai dans le domaine de la santé, je ne vais pas rajouter à ce que vous dites et ce que vous connaissez mieux que moi, mais c'est vrai dans malheureusement tous les domaines. Tous les domaines, y compris les réponses qui sont importantes. Enfin, il y a des fois, il faut que les acteurs, et pas que la CFDT, les organisations patronales, tout un tas d'acteurs engagés sur tel ou tel sujet, il faut lire les journaux, regarder la télévision ou écouter la radio pour savoir ce qui est décidé. Et ça pose deux problèmes. D'abord, c'est moins bien que si on en avait discuté. Parce que moi, je crois quand même la vertu de la démocratie qui est de se confronter des intérêts divergents pour faire émerger des solutions. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas cet espace de confrontation, on en trouve d'autres. Donc, c'est moins bien pour les solutions trouvées. Et puis, il n'y a personne qui les porte derrière. Personne ne les porte. Parce que lorsque vous n'avez pas été associé, même si vous ne les trouvez pas forcément idiotes, ces propositions, pour les porter et les défendre, etc., ça n'a pas de sens. Donc là, on est dans un pays qui est en crise de responsabilité, qui est en crise sociale forte, mais qui est en crise de responsabilité. Ça donne le là
pour tous ceux qui considèrent que leur rôle est juste de commenter et pas de s'engager. Ce gouvernement, il l'a théorisé à tel point que même dans une situation de crise, il met une semaine à comprendre que vouloir discuter, c'est peut-être pas le truc le plus idiot de la Terre. Et vouloir écouter des intérêts contradictoires, c'est pas le truc le plus idiot de la Terre. Et dans la santé, c'est phénoménal. Je veux dire. Si ça va à marche forcée, même les bonnes idées vont planter. C'est une évidence. Je t'en prie. Si je fais le parallèle avec l'exposé du philosophe d'hier, dont j'ai oublié le nom, voilà, qui a démontré, Laurent Bibar, qui a démontré que plus c'est complexe et plus il faut agir vite et s'entourer et bien s'entourer, voilà, et ouvrir la parole. On voit bien que là, pour le coup, c'est pas du tout ça qui se passe, et pourtant c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est-à-dire que plus on est dans des situations complexes, effectivement, plus il faut dire, mais est-ce qu'il y a une autre solution, et voir tout, et prendre le temps à minima de la discussion et de la concertation, et parce que peut-être il y a d'autres solutions et qu'elles sont meilleures, voilà. Et là, on est dans un système sachant et les autres, et rien n'avance. Et ça crée de la frustration, en fait. Il y a un autre sujet qui nous... Alors ici, au Syncas, on ne syndique pas que des agents de la fonction publique, mais des directeurs de la fonction publique. Mais il y a un autre sujet qui nous préoccupe, c'est ce qui se passe du côté de la loi fonction publique. Mylène était là hier, on sait qu'elle mouille la chemise, c'est le moins qu'on puisse dire, tant pour les élections que pour défendre la vision de la CFDT sur... la fonction publique, le statut de la fonction publique, les conditions faites aux agents publics d'une manière générale, contractuels et fonctionnaires. Nous, ce que nous constatons dans notre champ professionnel, y compris parmi les directeurs, alors que pour autant l'emploi contractuel n'est aujourd'hui pas ouvert autant que dans les établissements, c'est que l'emploi contractuel progresse. Que les statuts sont régulièrement attaqués, grignotés, on va dire, et que je crois que les discussions que mène l'UFA avec le ministère de la fonction publique ne laissent pas présager de lendemain qui soit très, très, très chantant pour nous. Tu l'as dit tout à l'heure, les plans de départ volontaires, ça fait partie d'un des chantiers. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a l'emploi contractuel à généraliser. On voit, nous, dans les établissements, à quel point l'emploi contractuel appauvrit, on va dire, la dimension H de la GRH. Parce que ce sont quand même des situations dans lesquelles on se retrouve en obligation de recruter des contractuels parce qu'on n'a pas la visibilité suffisante pour stagiairiser, et même mettre du CDI. Donc tout ça nous inquiète quand même considérablement et j'aimerais bien avoir votre vision là-dessus. À tous les deux. Alors, le problème, c'est que là, depuis une demi-heure, on n'est pas en train de vous donner le moral. Donc, oui, mais c'est le 5-4. Le truc, c'est qu'avec ta question, j'ai pas d'éléments pour pouvoir donner le moral. Non, le truc, c'est que d'abord, il faut repartir. Ça sert à quoi le statut de fonctionnaire? Et comme le dit le vrai faux de l'UFA, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une utilité sociale. C'est d'abord, ça sert à les protéger de toute influence, de pression, etc. Donc c'est un principe d'indépendance qui est extrêmement important. C'est aussi un principe d'égalité de traitement entre les usagers, justement parce qu'il n'y a pas de pression. Mais le statut, il sert aussi à l'employeur. Hein. Il sert aussi à l'employeur. C'est quand il y a besoin d'adaptation du service public, lorsqu'on est fonctionnaire, on a l'obligation de se conformer. Donc nous, on a réaffirmé au Congrès notre attachement au statut. Darmanin a dit on va généraliser un dimanche. Il est encore dimanche dans une émission de télé. Donc ça veut dire qu'on va encore se passer des coups de fil avec Mylène pour essayer de regarder. Parce qu'ils agitent le chiffon rouge, entre guillemets, et puis après, ils reviennent en arrière. Donc l'autre fois, il était, je ne sais plus dans quelle émission, il dit généralisation du contrat.
Et après, il dit non, mais en fait, c'est pas la généralisation. Mais, donc, en fait, là, pour l'instant, il y a un jeu de chat et de la souris, et ça va très vite se décanter. Hein. Ça va très vite se décanter. Donc, la généralisation du contrat, c'est hors de question pour nous. Alors, quand je dis ça, c'est pas parce que nous, on veut travailler sur la situation des contractuels. Hein. Ah oui. Il n'est pas question non plus de dire, il y a que les fonds. Donc, on travaille, là, on fait des propositions sur le déroulement de carrière, sur la reconnaissance salariale, les droits, etc. Mais là, il y a la généralisation, il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont sans doute être faites ou proposées. Bon, d'abord, il y a les suppressions d'emplois. Hein. Dans un certain nombre de secteurs, c'est plus que... Il faut savoir que dans le secteur des finances publiques, on pense que l'objectif de suppression d'emplois n'est pas tenable avec le simple départ en retraite. Donc c'est pour ça qu'ils envisagent des plans de départ volontaires. Mais les plans de départ volontaires, à mon avis, ils ne le feront pas dans le secteur. S'ils le font, ils sont malades. Je vous le dis, ils sont malades. Parce que là, pour le coup, ça va. Regardez ce qui se passe dans les écoles professionnelles, hein, dans certains métiers, pour remplir les corps, donc, pour remplir les effectifs. Donc, mais il va y avoir les plans de départ volontaires, il va y avoir sans doute des choses autour des déroulements de carrière. L'avantage qu'on a, parce que pour redorer, l'avantage c'est qu'on a de la cohérence. Oui. On a de la cohérence, on est en ligne avec les fédérations, avec l'UFA. On veut essayer de peser, mais et puis, moi je suis persuadé que ce qui s'exprime, y compris dans le paysage en ce moment-là, c'est un besoin de service public. Alors, il y a un peu de paradoxe, parce que ça s'exprime au même moment où on ne veut pas d'impôts. Mais il y a un besoin de service public qui s'exprime. C'est-à-dire que, et donc, faudra jouer sur ce moment-là, mais on rentre dans un moment très compliqué. Et je pense que la première partie de l'année, elle est consacrée, 2019, elle est consacrée à ce projet de loi sur les fonctions publiques, dont on ne sait pas encore les contours, mais très inquiétant. Mais l'avantage, c'est qu'encore une fois, on a une CFDT qui est très en ligne sur le sujet, qui n'a pas de nuances, qui n'a pas de désaccord, et ni de nuances d'ailleurs, entre les positions des uns et des autres. Maintenant, ce que prépare le gouvernement, on ne le sait pas. Moi, je considère, même si le secrétaire d'État, pour le coup, est plutôt bien, mais de toute façon, je considère que quand on met les fonctions publiques sous la tutelle du ministre du Budget, ça en dit long sur la façon dont on les considère. Ouais. Nous, on a une petite crainte dans tout ça, c'est que le gouvernement a essayé de passer par un amendement à la sauvette l'introduction de la généralisation du recrutement contractuel spécifiquement pour les corps de direction. Et moi, je ne voudrais pas qu'on se dise, mais je le dis à Mylène aussi, je ne voudrais pas qu'on se dise que si c'est que les directeurs, ce n'est pas grave. Parce que pour nous, à la CFDT, le fait que les directeurs soient par recrutement contractuel, ce n'est pas des chefs d'entreprise. Ils vont être dans une relation de dépendance avec les autorités de tutelle et de contrôle qui va amoindrir la capacité d'engagement dans le dialogue aussi des directeurs. Donc pour nous, c'est très important qu'on soit bien en ligne à la CFDT pour qu'on ne se dise pas que si c'est que les directeurs, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste qu'il faut vraiment qu'on tienne compte de ça, parce que je pense que notre capacité à nous engager dans le dialogue social, et je fais le lien avec la dernière question, notre capacité à s'engager dans le dialogue social, c'est bien ça, c'est aussi, on est des fonctionnaires, donc, et tu l'as fort justement rappelé, on a besoin d'avoir ce statut justement pour nous garantir une forme d'indépendance. Bon, tout est relatif, mais d'indépendance par rapport au pouvoir politique. Oui, là-dessus, on n'a pas d'ambiguïté. D'abord, la richesse de la CFDT, c'est que l'ensemble des composants de la CFDT s'expriment. Donc le lien, il existe. Avec la Fédé, il est extrêmement fluide, et avec la Confédération, il est fluide également. D'abord, de toute façon, sinon Michel nous rappelle à l'ordre. Mais je le dis parce que il faudra regarder spécifiquement, secteur par secteur, et il n'y aura pas de position qui serait de dire c'est pas grave, ça concerne que quelques-uns, et puis en plus, ce sont des directeurs. Donc, je vous rassure là-dessus. Pour l'instant, on peut pas. Ce qui est difficile, c'est de combattre, c'est de boxer dans le vide. Pour l'instant, c'est flou. Alors, je connais la formule, mais c'est flou. Donc, il va falloir attendre. Et après les élections, ça va venir très vite.
Juste rapidement, mais pour reprendre tes propos, Anne, mais si c'est aussi les directeurs qui sont contractuels, c'est très grave, justement. C'est très grave, justement. Si, ça aggrave encore la situation. Parce que quand on... Là, moi j'ai l'impression, il y a une formule dans tout ça moi, qui me vient, c'est que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait ça avec la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire qu'elle serait pas efficace, dépensière, irresponsable. Voilà. Enfin, et vous incarnez ça, quoi. Et que de dire, faisons venir des gens du privé là pour remettre un petit peu tout ça à niveau, c'est vraiment ça, quoi. Donc non, ça serait très grave, hein, la spécificité de la fonction publique, et notamment celle de la fonction publique hospitalière. Il faut la garder, il faut la cultiver, mais effectivement, on est un peu inquiet parce qu'on sent bien que dans tous ces discours, il se cache peut-être quelque chose derrière et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'insiste sur un truc, c'est que là encore, nous, on ne dit pas qu'il y a un statu quo absolu. Je pense qu'il faut le dire parce que le problème, c'est que le gouvernement, sur un certain nombre de sujets, essaie de nous renvoyer dans le camp des conservateurs, de ceux qui ne voudraient pas bouger. C'est pas vrai, vous le savez, la CFDT, elle n'est pas là-dessus, elle prend même sa part de risque souvent, très souvent, certains peuvent penser trop souvent, pour donner un discours plus nuancé et essayer de voir ce qui est souhaitable en termes d'évolution. Donc l'idée, nous, elle n'est pas d'avoir... des fonctions publiques qui ne regardent pas ce que sont les besoins réels et nouveaux de la population, etc., et du coup qui ne bougeraient pas. Mais si ça se fait dans une logique comme ça se fait aujourd'hui, de moins parce que problème budgétaire, ça ne peut pas marcher. Et si ça se fait dans une logique que le statut des fonctionnaires serait trop protecteur et donc empêcherait de faire de la flexibilité comme certains le pensent, d'abord c'est une profonde bêtise, c'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est extrêmement dangereux pour les services publics. Donc, il faut, parce que l'offre syndicale, certains vont juste expliquer qu'il n'y a rien ne doit bouger. On peut bouger des choses, mais ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça se fait avec les acteurs, les salariés concernés, les agents concernés, qu'ils soient de direction ou pas. Et ça se fait en ayant eu un projet, une logique qui est celle du service public.